Salut à tous sur Pro Cycling Manager 2021, toujours. Une petite aventure avec l'équipe russe Gazprom. Voilà, en fait, c'est une équipe qui est intéressante parce qu'elle n'est pas bien forte au niveau du Conti Pro. Elle a historiquement des petits débuts difficiles, mais ça s'est normalisé depuis. Il y a une petite identité sympathique. Et puis je voulais proposer autre chose que les carrières où les choses se passent un petit peu plus facilement, comme avec Bora Hansgrohe et surtout de Koenig Quick-Step. Donc je me suis encore basé sur une DB Barna, parce qu'avec pas mal de tests que j'ai menés, il s'avère que pour l'instant, sur d'autres databases, les simulations ne me satisfaisaient pas, en fait, les simulations de course. Et ainsi, voilà, on est parti pour une petite aventure, vous allez voir. Ça va aller relativement vite la première année. Les coureurs sont un petit peu improbables. On va dire que les deux plus connus, mais il y en a d'autres que les joueurs de PCM connaissent dans cette équipe, Imberio Cheima, etc. Mais les deux coureurs les plus connus à la base de cette équipe Gazprom, c'est Kreuziger et le grand ami de Nance Peters. J'ai nommé Ilnur Zakarin. On sait que ça voyage pas mal pour certains coureurs. Les contrats sont pas forcément toujours évidents à trouver. Les objectifs de cette équipe pour l'année 2021 sont assez modestes. Il faut dire qu'on est en Conti Pro, que le nombre d'invitations sur des épreuves World Tour est assez restreint. Et ce que je voulais, en fait, moi, c'était surtout passer cette année, parce que vous voyez, il y a pas mal d'argent qui peut être disponible suivant les résultats que l'on obtiendra et la satisfaction du sponsor qui ira avec. Voilà, on peut aller espérer une jolie somme, un petit peu au-dessus des 130 000 euros, pour recruter à l'été suivant. Et ça, c'est ça qui m'intéressait. Je voulais également voir comment les choses se simulaient. Et donc, c'est ce que je vous propose tout de suite, c'est d'avancer de presque 7 mois tout de suite. J'ai simulé. On va voir comment ça s'est passé. Déjà, en simulation, dans ce genre d'équipe, il est rare que beaucoup d'objectifs soient atteints. En l'occurrence, vous voyez ici, très peu d'objectifs sont atteints. Heureusement qu'il y a l'ITT de Russie là, qui nous sauve la mise avec une importance considérable pour le sponsor, c'est logique. Zakarin sauve le budget de transfert de l'année suivante sur une seule course, sinon c'était un peu la Bérésina. Adam Yates a gagné le Giro, Primoz Roglic a gagné le Tour de France. On notera Nitzolo et Iwan qui se sont fait les classements par points respectifs. Et puis au niveau des épreuves par étape World Tour, je trouve que c'est plutôt correct la manière dont les choses se présentent. Les champions aussi sont globalement plutôt pas mal. Donc allez, c'est pas si mal. Je dirais juste que démarre à San Remo, Sénéchal sur le Round 2, Laporte sur Paris-Roubaix et Bardet vainqueur à Liège. Bon, faudrait se calmer un peu. Moi, il y a juste ça que je trouvais que quand même 4 Français dans le podium, sur le podium des 4 monuments, c'est un peu dans une vie rêvée en fait. J'ai pas des masses aimé Dries de Bont, vainqueur sur l'Amstel, mais sinon le reste, à la limite, j'ai envie de dire à la limite. Pourquoi pas. Bon allez, on s'en accommode. En tout cas, c'est moins pire que plein de choses que j'ai vues, je vous le garantis, puis vous pouvez le vérifier par vous-même. Gazprom, Russe Vélo, va comme ça nous proposer une prolongation avec augmentation du budget pour recruter, ce qui me va, en fait. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite pouvoir s'occuper de ce budget. Les règles de montée-descente, on les connaît, hein. Je les ai remises très très brièvement, mais il y a une histoire de classement. Si tu es dans les 19 meilleures équipes au niveau de l'indice, à ce moment-là, tu vas en World Tour. Sinon, entre 20 et 30 et quelques, là, tu restes en Conti Pro, et en dessous d'un certain seuil, tu descends en Continental.
Voilà, donc c'est comme ça, et on connaît les règles du jeu. C'est absolument pas basé sur le sportif. Les résultats, on s'en contrefiche. Tout ce qui compte, bah, c'est l'oseille, la pépette, la thune, tout ce que vous voulez. Donc j'ai ciblé des coureurs. Je suis parti du principe que le torchon brûlé entre Astana et Lutsenko, et que probablement le Kazakh, pourtant coureur identitaire de chez Astana, hein, était finalement laissé de côté. On sait que chez Astana, il y a Astana Première Tech. Première Tech a pris de l'importance, c'est un sponsor canadien. J'ai donc passé plus d'un tiers de mes points transfert et aussi un tiers de mes points dossier. Pour 22 points sur 60 disponibles, on est allé proposer un contrat à Alexei Lutsenko. En fait, ma stratégie, elle est simple. Pas de coureur au-dessus de 30 ans. Sans cela, on risque d'avoir les notes qui baissent et donc d'avoir notre indice. Finalement, on perdra de l'indice et pourtant on aura beaucoup déboursé au niveau salarial. Ouais, ça a été tendu un peu. Il a fallu que, au dernier moment, je monte le salaire. J'ai pas voulu jouer au plus malin. Je vous avoue, j'ai peut-être léger surpayé à la toute fin, là, en collant un poil en dessous des 40 000 par mois. On n'est pas très riche, mais en même temps, je voulais pas le rater parce que j'avais déjà dépensé 22 points de transfert pour Alexei Lutsenko. Il n'était pas question de laisser pourrir les négociations. On sait qu'il y a des Italiens, hein, depuis 2019, qui ont rejoint cette équipe. Et donc, ouvrons-nous. Nous ne sommes pas que sur des Russes. On va prendre quelqu'un que pas grand monde aime, mais moi je l'adore. Voilà, comme ça au moins c'est clair. C'est Gianni Moscon, qui a... allez, je vais pas vous refaire le coup de... top 5 à Roubaix, top 3 en Lombardie, top 5 sur des championnats du monde de deux natures différentes, que ce soit Innsbruck ou bien en Angleterre plus récemment, là où Pedersen s'impose. Donc, Harrogate, je pense que on est face à un coureur qui est assez estimable. On va mettre tout le reste de côté et on va signer Gianni Moscon, Alexei Lutsenko, qui vont être nos deux leaders. Voilà, nos deux effigies en fait pour l'année qui suit. Après, j'ai été très intéressé par Michael Gogel, le coureur autrichien. En fait, je l'aime bien. Il faut aussi préciser, Gogel, si vous voulez voir un petit peu un échantillon, il était chez Kubeka Assos là en 2021, mais pour voir un petit échantillon de ce qu'il peut faire dans les bons jours, bah, vous avez Strade Bianche, où le mec s'est quand même mêlé à la lutte d'une manière somptueuse. On n'a pas beaucoup de coureurs, il va falloir jouer serré. Pour ça j'ai réfléchi et tout ça, je me suis dit, est-ce que t'y vas ou t'y vas pas pour Gogel. Et je me suis dit, allez, on y va. Il y a de belles notes, ça peut être un beau lieutenant en vérité pour Lutsenko et ou pour Gianni Moscon, suivant les tâches qu'ils peuvent avoir à accomplir. Du coup, j'étais assez content de prendre Michael Gogel. Et en plus autrichien, sachant que Moscon vit en Autriche. Ouais, c'est un Italien du Nord, Gianni Moscon. Donc, allez, on lui ramène un pote autrichien, là, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a déjà, sinon, un Kazakh, ça passait, je trouvais, pour une équipe russe, surtout dans l'hypothèse où Lutsenko cherche à se relancer. Et au final, une équipe russe peut être quand même contente de le recruter, même s'il y a sûrement des rivalités, mais voilà. Et donc, Gogel, moi aussi, il s'inscrit bien dans le projet. Je lâche quelques ronds. Vous voyez, en tout, j'avais une centaine de milliers d'euros quand même à dépenser, ce qui était très très intéressant en termes salarial. Voilà, on va confirmer Michael Gogel. Et sinon, je suis allé voir du côté de quelqu'un que j'aime bien là aussi. On est chez UAE, ou est-ce que d'abord on va parler du petit régène slovène, voilà, Galkuk. Alors lui, il a un nom, c'est typique d'un régène, mais il me plaît bien. De toute façon, quand j'ai vu course par étape slovène et que j'ai vu que le mec avait du vrai potentiel, je me suis dit, allez, ça se tente. C'est pas très cher.
On va le signer longtemps. Là, je fais le rapia, hein. Je fais le rapia avec une équipe comme ça parce que au niveau de l'argent, je suis vraiment très très serré. Et donc, on tente le coup, Galcuc. Au pire, ça fera un équipier pour notre futur leader par étape. Parce que je suis pas sûr que le leader des classements généraux, on l'est déjà là, à l'écran, hein. Moscon, Lutsenko, c'est pas exactement leur registre, même s'ils peuvent dépanner, mais c'est pas leur registre. À un moment donné, il faudra aller chercher quelqu'un, mais ça, j'ai pas voulu aller reprendre Vlasov, vous voyez, un ancien de la maison. Je me suis dit que Vlasov, ça allait sûrement terminer dans une équipe beaucoup plus huppée, puis ce change, je n'avais pas de quoi le payer. Vlasov a gagné la Vuelta en plus quelques mois plus tard là dans la partie. Donc je suis allé, de toute façon avec le nombre de points aussi que ça aurait coûté, etc. On est très très limité hein, en termes de mercato. Mais moi je trouve ça vachement sympa d'être limité. Et donc je suis allé chercher le petit italien Covi de chez UAE. Vous voyez, à ce stade-là, on a quoi? On a recruté 5 coureurs. Hein, et donc on se retrouve avec 5. On est à 12-13 mecs quoi. À tout casser. Et donc bah, déjà c'est un peu compliqué. On a déjà quasiment dépensé presque tous les points de transfert dont nous disposions. Il en reste que 6. J'avais repéré cet Argentin là, le Regen là aussi, coureur assez séduisant. Mais je me suis dit, ouais, ça va faire United Colors of Gazprom. Ça fait un peu tendu. Et j'avais repéré aussi quelqu'un. Non, on va pas re-signer Zakharine, bien sûr. J'avais repéré, voilà, un jeune russe qui était, mine de rien, à 74. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Ouais, Kreuziger, j'ai pas. J'ai pas prolongé, j'ai pas prolongé. Pareil, Artem Niche, honnêtement, ouais, c'est pas tout à fait assez fort puis quand j'ai vu le potentiel, j'ai flippé. Pas assez fort pour que j'investisse mes derniers points dessus. Non, j'ai trouvé quelqu'un en fait qui est plus intéressant. Parce que faut jongler, hein. Quand vous avez les top coureurs mondiaux qui coûtent 40 points, mais en même temps, c'est bien, hein, ça limite. Hein. Ça évite de signer Van Der Poel la première année, hein, entre guillemets. Hein. Ouais, c'est lui. Un petit puncher, là, russe, assez jeune, qui m'a l'air d'avoir une belle marge de progression. Donc, bah, on va tenter le coup. On va tenter le coup. Et il m'a bien plu. Ça coûte encore quelques points, hein, c'est assez cher. Mais c'est pas grave. Il s'appelle Kirill Biryukov et ne demande pas un énorme salaire, surtout quand on regarde quel peut être déjà son overall. Donc c'est quand même, à mon avis, une très bonne pioche. Et puis en plus, il a une relative polyvalence, c'est-à-dire que, évidemment, c'est pas un cadre des pavés, mais en même temps, on a déjà Moscon. Et Gogol, même un peu Lutsenko pour cela. De toute façon, on peut pas avoir de tout. Hein. Je peux pas avoir un très bon sprinter, un très bon coureur de grand tour et un très bon puncher. Obligé de faire des choix. Ça aura été le choix du punch. Et on a là, à un coureur près, on a déjà là l'équipe que j'aurai pour la saison d'après. Parce qu'on a tout dépensé. Et que ensuite, vous voyez, je suis allé voir qu'est-ce qui coûtait le moins cher. Est-ce qu'il n'y avait pas peut-être quelques coureurs qu'on pouvait avoir pour 0 points, quitte à ce qu'ils soient un petit peu faibles, auquel cas on aurait pris des Russes, évidemment, pour essayer de respecter quand même le contrat qui est d'avoir une majorité de coureurs russes, hein, c'est quand même ça le deal de départ, voire même d'en former. L'année suivante, je vais créer une équipe de développement et il y a des bons jeunes qui vont émerger progressivement. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et vous voyez, en fait, le drame, c'est que même les coureurs à 53 d'overall, ils coûtent 2 points. Donc, on n'est vraiment pas bien du tout. Et même quand on fait une recherche par pays, là, on se retrouve... ouais, je regardais ce qui reste éventuellement comme russe, quoi. Et en faisant une recherche par pays, bah la sentence, elle est malheureusement irrévocable. Il y a très peu de possibilités.
Et en plus, finalement, je me rabattrai un peu plus tard sur Igor Boev, qui était déjà chez Gazprom, parce que ce sera le seul coureur, mais je ferai ça pendant la Vuelta, je ne l'ai pas montré. C'est le seul coureur qui ne coûtera que 1 point de transfert. Sans cela, tous les autres vont coûter minimum 2 points. On va me dire, il fallait peut-être y penser avant. Non, je voulais évoluer en fait. Je voulais que l'équipe, non pas aille en World Tour, mais se rapproche de plutôt la 22-23e place, si vous voulez, en fin d'année au niveau des indices, plutôt que rester 30e. Voilà, c'est ça pour schématiser. C'était ça mon obsession. C'est pour ça que j'ai préféré mettre pas mal d'argent sur Lutsenko. Par contre, je me retrouve un poil le bec dans l'eau, puisque à ce stade-là, on a 14 coureurs. Et je vous dis, sur le tard, je re-signerai Boev, qui était le seul coureur au monde dans cette carrière à ne demander que 1 point transfert. Or, il m'en restait un. Voilà. On simule, pour arriver ensuite, le 20 octobre, moment fatidique, puisqu'on va avoir à ce moment-là le résultat des divisions, n'est-ce pas? Et en fait, bon, je suis 2 novembre, je suis une semaine plus tard. Vous voyez déjà l'effectif pour la saison qui vient. Truc de fou, il va se passer un truc que j'aurais jamais soupçonné. En fait, on est 19e à l'indice. Vous l'avez peut-être déjà vu en bas, là, vers la gauche, au-dessus de la confiance du sponsor. Et on va aller se confirmer tout ça, mais sur le tard. Et ça a basculé, je vous promets, ça a basculé du 19 au 20 octobre. C'est pour dire le côté tendu de la chose. Imprévisible d'ailleurs. Ouais. En fait, on va se retrouver in extremis 19e, devant Cofidis, devant Arkea Samsic, qui a perdu Quintana par exemple, devant Total Direct Energy, bref, on passe devant tout un petit monde qui pouvait vouloir aspirer au World Tour bien plus que nous en fait. Et d'ailleurs, je le visais en 2 ans, je le visais pas en 1 année. Donc voilà, ça s'est passé. Maintenant, il faut assumer. Parce qu'avec 15 coureurs pour couvrir tout le World Tour, c'est super tendu. On se retrouve en janvier, après que j'ai fait toute la planification. Je vous présente quand même l'équipe avec les notes des uns et des autres. On voit que quand même, on tient en Lutsenko un drôle de prodige, mais on l'a pas découvert, on le savait déjà. Hein. Moi, je le recrute, c'est pas non plus au hasard. Moscon, super intéressant et amené probablement à progresser puisqu'il a 27 ans. Et puis, on aura une marge de recrutement qui... J'en parlerai plus tard. Mais il va y avoir un peu d'argent à dépenser là aussi à l'été, et il va falloir essayer de le dépenser intelligemment. Ça, c'est ma répartition sur l'année des objectifs. Tiens, pour une fois, je l'ai fait avec PCMCE. Je trouvais que c'était pas idiot, et puis surtout, ça buguait dans le jeu, ça m'a fait sortir du jeu. Je sais plus pourquoi, à cause du dernier patch, il y avait eu des problèmes pour attribuer les objectifs à des moments à certains coureurs, ça faisait planter le jeu. Bref, voilà la répartition, c'est hyper serré. On a quelques coureurs qui vont tutoyer la centaine de jours de course, mais on n'a pas le choix. Ou alors il va falloir en faire abandonner certains. Ça va être difficile de concilier tout ça, de pas exploser en termes de fatigue. Faut quand même pas se raconter d'histoire. Oui, ça va être super difficile. Tiens, le sponsor, qu'est-ce qu'il dit ? On pourrait monter à 172 000 en cas d'extrême réussite. Ça voudrait dire que dans ce cas-là, j'aurais environ 70 000 € à dépenser à l'été, ce qui serait monumental. Quelle est la condition pour pouvoir les obtenir ? Ces 70 000, il faut remplir les objectifs qui sont là et surtout satisfaire à bloc le sponsor. Alors, ce que je vous propose, c'est un petit passage en revue en fait de tous ces objectifs-là. On y va. On n'aura pas tout le temps de proposer dans cet épisode-là. En revanche, on va déjà commencer par le Omloop et Newsblad. Alors, j'ai pas placé d'objectif en fait pour mes coureurs majeurs, puisque là c'est mon équipe de classique que vous voyez là, avec évidemment Gogol, Lutsenko et Moscon.
avec également Covey. Enfin, c'est un peu quand même mon équipe. Allez, on va dire, elle est composée de certains de mes meilleurs coureurs. Hein. Quand même pas se mentir. Euh, Encore une fois, la planification, elle va donner lieu à des programmes de course qui vont être excessivement chargés pour certains coureurs. Très beau plateau sur ce Het Nieuwsblad. Et alors on se positionne juste là dans le vieux Couarmont. Voilà, je force pas le trait. Je reste juste placé à l'avant. J'ai fait des résumés plus condensés. Moscone ne va pas avoir beaucoup de chance en fait sur cette course parce qu'il va crever à un moment décisif dans le Bosberg. Et du coup, je n'ai d'autre possibilité que d'essayer de m'accrocher à la roue de Wout van Aert avec Lutsenko, puisque ce qui nous est demandé à ce moment-là par le sponsor, peut-être ça évoluera dans les années qui suivront, mais pour le coup, là, ce n'est qu'un top 10 qui nous est demandé. C'est Ivan Garcia Cortina que vous apercevez échapper là devant, là, avec tout le monde qui lui roule dessus, et notamment Van Der Poel ici, voilà, qui accélère de manière assez virulente pour essayer de reprendre le coureur polyvalent espagnol. Donc, un de mes chouchous, vous le savez, Garcia Cortina, qui va être peut-être repris. En tout cas, il résiste très très bien. Et on peut pas dire non plus que derrière, ça s'entende comme hein, de la folie. Hein. C'était quand même pas non plus une poursuite menée de manière sublime. Et bah là, je tente le petit coup de rapine, là, vous savez, le petit sprint que vous lancez à un moment donné en position un peu où vous essayez de surprendre tout le monde. Van Aert va nous passer. Van Der Poel aussi. Mais, regardez, incroyable mais vrai. En fait, Garcia Cortina va sauter Van Aert sur la ligne alors que ce dernier déjà avait levé les bras. Donc, ça y est, ça commence déjà à brancher dans cette partie. Donc, moi, je trouvais ça assez savoureux quand même. On a Van Aert qui, honnêtement, là, ça paraît indiscutable. Hein. Vous avez Van Der Poel qui a calé juste au dernier moment, Colbrelli qui revient comme une balle. Et en fait, au moment où Van Aert célèbre, c'est Garcia Cortina qui l'emporte. Nous, on a notre top 10. Donc, il y a zéro problème là-dessus. Du moment qu'on a le top 10, le sponsor est satisfait. Évidemment, une semaine plus tard, on se retrouve où? On se retrouve sur une de mes courses favorites, les Strade Bianche, avec la même équipe. Hein. De toute façon, on ira aussi sur Tirreno avec cette équipe-là. Tirreno où on demande également un top 10, tout comme sur les Strade Bianche. Le plateau, vous allez voir ici aussi, est très relevé. Les start lists sont vraiment magnifiques. Vous voyez Van Aert, Van Der Poel, Pidcock, Sagan, Stuyven, voilà, Bettiol, Benoît. Il manque que Alaphilippe, si on veut être un peu chafouin, et Pogacar, voire Bernal, mais en fait ils sont sur Paris-Nice. Donc voilà, tout s'explique. Pogacar a gagné Paris-Nice dans la partie, et Alaphilippe a fait top 10, quelque chose comme ça, plus une victoire d'étape. Bon, nous, on n'est pas super chanceux parfois sur certaines chutes, comme ici Lutsenko et Gogol là, qui avaient chuté simultanément. Après, ça ne nous empêchera pas de revenir un petit peu dans le jeu, mais ce qui va caractériser cette course, c'est qu'elle va se décanter très très loin de l'arrivée. Gianni Moscon est à ce stade-là, puisqu'il n'a pas chuté, lui, notre meilleure chance. Toutefois, avec le plateau ici présent, c'est Peter Sagan qui allume une première mèche. Honnêtement, ça va être tendu parce que sur l'accélération et même sur la note de vallon, nous ne sommes absolument pas favoris. Vous voyez ici Van Aert qui emmène notamment Pidcock et Van Der Poel dans sa roue. Ils sont en poursuite de Peter Sagan. Ça s'accroche en tout cas à Sagan. Et derrière, par contre, c'est l'enterrement. Alors je vais essayer de secouer le cocotier. Je sprint exprès en barre minimum parce que je sais que comme ça je peux sprinter un peu plus longtemps. Parce que si vous mettez à blinde la barre de sprint, vous sprinterez moins longtemps. Donc ça n'a pas marché. De toute façon, Moscone n'est pas quelqu'un qui va concurrencer, je vous disais, les mecs qui sont à l'avant au niveau de l'accélération. Hein. Et devant, celui qui s'est fait la malle,
c'est Pidcock, le jeune phénomène britannique d'Ineos Grenadier. Donc ce qui fait que quand nous on arrive pour essayer péniblement de s'accrocher à notre top 10, Pidcock, lui, il en arrive en bas de la montée vers la Piazza del Campo à Sienne. Pidcock, il a quasiment déjà franchi la ligne. Et deuxième Van Aert, troisième Van Der Poel, quatrième Sagan. Bonjour le top Benoît de cinquième. Et on va avoir le bonheur au final de faire 8, ce qui suffit amplement à mon bonheur, puisque de toute façon, tout ce qu'il fallait, c'était à tout prix accrocher un top 10. Mais quel joli top 10. Regardez-moi ça, c'est rare que sur les Strade Bianche, j'ai eu un tel plateau. Je vous dis, il manquait que Julien Alaphilippe pour peut-être Pogacar, mais voilà. Choix non délirant du tout de la part du jeu qui l'aligne sur Paris-Nice, pourquoi pas. Ça peut tout à fait se faire. Et qui du coup ne le met pas sur les Strade Bianche, ce que je trouve très cohérent. Donc pas de problème, c'est parfait. Tirreno, j'ai gardé un profil 2021 parce qu'on l'a pas encore épuisé celui-là. J'avais proposé du 2021 aussi avec de Koenig Quick-Step. Donc ce sera l'occasion de profiter de l'expérience, de la première expérience. Là encore, des résumés relativement condensés. On n'est pas sur le même format pour le moment dans cette carrière Gazprom. Je veux juste vous montrer un petit peu l'essentiel, on va dire, de la manière dont les choses ont évolué, tout en ne développant pas plus que cela les détails. C'est Kesborg qui s'impose au sprint de la première étape de ce Tirreno. Un sprint plutôt bien dominé de la part du sprinter néerlandais. Voilà, donc très bien. Qui bat au passage quand même Van Der Poel. Donc respect. Nous on a sprinté quand même. Évidemment, on va pas s'avouer vaincu, mais nous n'avons pas de sprinter. Je peux faire sprinter Lutsenko, mais ça n'est absolument pas lui qu'on attend pour la victoire. Voilà, donc écoutez, rien n'est fait. Tout va se jouer dans les étapes à venir, à commencer par l'étape 2. Alors je me souviens, je m'avais branché certains quand j'ai pas gagné avec Alaphilippe sur cette étape-là. Puis j'en avais tiré quelques petites leçons en fait. Je savais très bien que, enfin moi ça m'arrive, je le reconnais bien volontiers. Il y a des coups que je joue mal en fait. À des moments, je ne fais jamais pause. Sur le final d'une étape, je suis pas là à faire pause, essayer de m'arranger, tout ça. Non, on essaie de pas bloquer le temps. Et des fois, ça génère des petites erreurs avec lesquelles je vis très très bien, il n'y a pas de souci. On est dans le final de cette étape, animé tout de même, du coup, d'un sentiment qui est essayer de faire attention. Et on essaie de monter un petit train. Vous voyez ici Czernetsky qui a Gogol dans sa roue. Voilà, Czernetsky va comme ça s'écarter. Et ensuite, Moscon sera chargé de travailler pour essayer d'emmener Lutsenko le plus loin possible. On n'est pas si loin que ça de la ligne d'arrivée. Donc, on va essayer de s'appliquer. Peut-être lancer ici avec Moscon dans pas longtemps. Gogol, c'est une machine. Gogol, c'est mon Tim de Klerk à moi, en fait. En encore plus fort que Tim de Klerk, évidemment, sur certaines notes. Alors attention, parce qu'ici ça se resserre, il y a moyen de se faire vraiment avoir. Ah là là, ça y est, on s'est fait avoir une fois de plus. C'est pas possible ça. Eh ben non. Voilà, non. On s'est pas fait avoir. Parce que Lutsenko va comme ça, finalement, très très bien emmené par Gianni Moscon, s'avérer être sans couper la route à personne. Ça paraît bizarre. On garde notre ligne, on n'a même pas besoin de tricher pour s'imposer. On garde presque notre ligne. Lutsenko, voilà, il s'impose, tranquille. On notera que chez Groupama FDJ, ils ont aligné Pinot, Gaudu, ainsi que Lopez. Ils ont recruté Miguel Angel Lopez pour accompagner Gaudu et Pinot, c'est rigolo. Donc voilà, première victoire. Elle m'a touché celle-là en fait.
parce que c'était la première victoire avec cette équipe, et elle était pas si mal amenée, je trouve, au final. Voilà. Attention, rien n'est fait, mais nous ne visons que le top 10. Donc la victoire d'étape, c'était une espèce de petit bonus en passant. On s'en satisfait amplement. Lutsenko savoure son maillot de leader de Tirreno. Voilà, pour une équipe nouvellement en World Tour. C'est pas si mal que ça. Allez. Étape 3. Du coup, un peu libérer une certaine pression. Je me dis, en plus là, vous allez voir, les favoris, c'est vraiment des sprinters hein, ici. Hein. Il suffit de regarder, là, voilà, vous voyez. Attention. Jacobsen, Ballerini, Van Der Poel, Trentin, Boll, Philipsen, Sagan, Bauhaus. Ça va au niveau, au niveau de qui est attendu sur cette arrivée. Alors, on va pas se démonter et on va essayer de nouveau de faire le boulot. On va de nouveau essayer d'emmener, on va voir, peut-être Lutsenko, mais il y a quelque chose quand même qui m'interpelle, c'est le plus 5 de Gianni Moscon. Je me dis, attends, Gianni Moscon à plus 5, ça doit pas se gâcher. Surtout qu'il est pas sous pic de forme. Hein. C'est un plus 5 excessivement chanceux, celui-là. Hein. Donc, on y va. Et bon an, mal an, assez bizarrement, Lia ne joue pas génialement bien le coup, je trouve. Elle joue même plutôt mal, pour être franc. Et c'est ainsi que... Ah ouais, je me mets dans la roue. Hein. Il est hors de question de ne pas laisser cette victoire à Gianni Moscon et Lutsenko, qui a déjà eu la sienne, pour un truc qu'on n'aurait jamais imaginé, qui pourrait limite saouler, en fait. Quand on voit ça, ne vous inquiétez pas, il n'y en aura pas beaucoup des triplés. Mais oui, triplé Gazprom sur cette étape 3. Ouais, en fait, c'est Gogol qui saute sur la ligne, là, au tout dernier moment, le coureur Cofidis, là, qui suivait. C'était Venturini, qui a voilà, plutôt pas mal performé jusque-là sur ce Tirreno. Donc, Gianni Moscon prend la sienne. Alors, vous savez pourquoi c'est une très bonne opération, en fait, d'avoir ça. C'est pas tellement dans l'optique du général, même si c'est pas, on crache pas dessus, mais c'est des petites secondes. On va avoir de la montagne, là, avec l'arrivée au sommet à Pratilitivo, juste maintenant. Donc, c'est pas à 3 secondes que ça va se jouer, non. Plutôt une histoire de morale, en fait. Parce que on n'est pas encore sous pic. J'ai prévu des pics pour le Tour des Flandres. Hein. Et en fait, certains l'auront déjà sur le GP de l'E3 ou pour Gand-Wevelgem. Mais essentiellement, les pics sont sur le Tour des Flandres. On va essayer de taper un grand coup à ce moment-là. Enfin, attention, quand je dis taper un grand coup, ce serait avoir un top 5 à la place du top 10 voulu, quoi. Vous voyez, on va rester modeste. Hein. Arrivé au sommet, on est un peu en difficulté ce jour-là. Hélas, notre ami Lutsenko a hérité d'une forme du jour relativement néfaste. Et Moscon reste le seul à pouvoir un petit peu s'échapper derrière un héros nommé Mikel Landa. Vous voyez, il est déjà arrivé il y a une demi-heure en fait. Derrière, c'est Lopez, Guillaume Martin qui complète le trio. Moscon, ça va, sauvegarde une place qui devrait nous permettre de continuer à espérer le top 10 au classement général final de ce Tirreno. Donc, c'est un combat, hein, honnêtement. Mes gars, ils sont tombés tous les uns derrière les autres. Là, c'était très très difficile. On n'a pas été très chanceux sur cette étape. Quand j'y tombais de fatigue, parce qu'en fait, on avait des très mauvaises formes, etc. Donc, c'était pas évident. C'était pas évident. Landa est chez Movistar. Hein. Voilà. Donc, bon. Ça en fera rire certains. Bah ouais, c'est Lopez part, ils ont pris Landa. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est le jeu, il est comme ça. Donc Landa, il a presque course gagnée, hein, en vérité, à ce stade-là déjà, parce qu'on voit mal Lopez lui reprendre une cinquantaine de secondes. Et nous, on est éventuellement placé pour ce général. On gagnera pas, hein, c'est une certitude. En revanche, Moscon, tenir bon pour garder son top 10, moi je dis c'est faisable, peut-être même le top 5 si on s'y prend pas trop mal sur l'étape 5. Étape 5, très très fatigante,
avec comme ça cette succession de murs, c'est assez exceptionnel à jouer en fait. Et bah, où est-ce que ça va se décanter? Cette étape-là, elle va se décanter à une grosse quinzaine de kilomètres de l'arrivée, où en fait moi j'étais assez mal positionné. Vous voyez, je vous parlais d'erreurs. Ce sont des erreurs qui sont parfois dues à... Moi je regarde la télé des fois en même temps que je joue, enfin je fais autre chose en même temps, j'écoute des podcasts, etc. Et bah là en l'occurrence je me suis fait complètement surprendre. Mais hors de question de recharger, on n'est pas là pour ça, il faut que ça avance. Et donc bah là en fait il y a un trou, et Quintana, que vous voyez au loin, va réaliser un fort joli numéro en vérité. Il va résister. L'arrivée est juste là-bas derrière, hein. Et ben voilà, victoire de Nairo Quintana malgré un bon travail final de Gazprom qui ramène Lutsenko euh, pas si loin que ça de Quintana, mais ça n'est pas suffisant. On n'a donc pas réussi à s'imposer sur cette étape. On n'a pas non plus réussi à faire basculer le général, puisque peu de changements vont intervenir au final, hein. Landa ne perd pas grand-chose, Lopez n'a rien perdu sur Moscone, donc il n'y a pas de vraie différence. Et ce qui est rigolo, regardez, c'est que Quintana, il est chez Jumbo Visma. Donc voilà, ça a pas mal valsé, les coureurs sont passés à droite, à gauche. Là encore, bon, on est obligé de s'en accommoder, hein. Ce serait bien qu'il y ait pas autant de mouvements, de gros mouvements, je dirais, sur une année 2. En tout cas, au premier mercato pour la deuxième année. Mais là encore, c'est pas bien grave. On s'en accommode. Landa est plus que jamais leader de ce Tirreno. Et on aborde l'étape 6. Alors celle-là, on va la régler très très rapidement, puisque nous n'avons pas de sprinter. J'ai envoyé Covey en échappée, pour être franc. Je l'ai envoyé en échappée. Pour autant, l'échappée n'a pas du tout eu le champ libre. Et ça s'est terminé de manière, on va dire, très très intense. Par un sprint. Non pas... je dirais pas que c'est un sprint massif, en fait, parce que en fait, il y a plein de sprinters qui étaient lâchés. Ça a été très nerveux sur la toute fin, même si là, vous voyez un peloton qui est reconstitué, mais c'est juste parce que les écarts ne sont pas suffisamment grands entre les groupes. Mais en fait, tout le monde n'a pas été en capacité de sprinter. Et c'était tellement difficile que celui qui s'est imposé était Mathieu Van Der Poel. On vous le donne en 1000. Voilà, donc très belle victoire de Van Der Poel. Et bien mérité en tout cas. On notera la belle perf de Pasqualone, qui est passé chez ISN. Jacobsen, pas mal. On s'est quand même battu, on a réussi à faire une place. Et ça fait toujours plaisir. Position au général, 4e et 5e, avec beaucoup d'avance. Quand même, là, pour ne pas avoir notre top 10 au classement général final, il faudrait le faire exprès. Je vous avoue qu'à ce stade-là, je vise davantage même le top 5. Voilà, donc Mikel Landa un petit peu au-dessus du reste du monde. Et intéressant, dès qu'il y a un prologue, dès qu'il y a un contre-la-montre, je vous le montre en ces temps-ci. Parce que le jeu n'est sorti que depuis un petit peu plus d'un mois au moment où je parle. Il y a eu un patch au début de la semaine précédente, 10 jours en arrière ou 15 jours par rapport au moment où je parle. Et ce patch avait notamment redistribué un petit peu les cartes par rapport au contre-la-montre. Quand je vous ai proposé ce contre-la-montre la dernière fois, celui de San Benedetto del Tronto, quand j'avais proposé, excusez-moi, le 99 tout du long était quasiment de mise. Maintenant, ça n'est pas la meilleure manière de performer, et tant mieux d'ailleurs. Donc, retour du gameplay possible sur ce contre-la-montre. En fait, j'ai essayé de consommer la barre rouge de manière relativement régulière et sans trop déborder tout au long du parcours. Alors, en ajustant un effort 85, vous ne la consommez pas. Par contre, à partir de 86, vous la consommez.
87, 88, etc., etc. Moscon n'a pas été très chanceux sur sa forme, ce qui va amoindrir sa performance. Lutsenko, ce que fait Lutsenko n'est pas mauvais sur cette étape-là, parce que 27 secondes, ça n'est pas immense non plus. Il faut dire qu'il n'est pas très très évalué à sa hauteur, je pense, sur la note de contre-la-montre et sur la note de prologue dans cette carrière, mais je le fais travailler, vous inquiétez pas. Il travaille en course par étapes, le bougre, et donc il va peut-être nous monter notamment la note de CLM et de prologue, je ne désespère pas en tout cas, ainsi que peut-être la note de montagne. Voilà, donc Tobias Foss aura réalisé un beau numéro devant un beau parterre de spécialistes, Affini, Oliveira, Ganna, Krag Andersen, même le rouleur Bjerg également, même Tratnik, enfin, il y a certains qui sont un peu moins attendus, mais globalement tout le gratin était là, ou presque. En ce qui concerne le général, on a réussi à sauver notre top 10, puisqu'on a même mieux que ça. Place 4 et 5 avec victoire d'étape à la clé. Donc ce Tirreno était une véritable explosion de joie pour Moscon et Lutsenko. Et en plus, Lutsenko, il a récupéré le maillot du classement par points. Donc, ça fait plaisir, ça fait un petit peu d'argent. Je dois surveiller un peu les finances dans cette partie. Et c'est toujours sympa de devoir faire ça. Parce que j'ai recruté 2 scouts. J'ai mis en place une équipe de développement. J'ai 3 coachs. Bref, on s'est un petit peu fait plaisir. On s'est lâché sur tout ça. Et donc, je vous dis, rendez-vous dans un futur épisode pour passer en revue, que ce soit Milan-San Remo, le Grand Prix de l'E3, le Tour des Flandres. J'ai déplacé Roubaix, c'est pour ça que vous ne le voyez pas. Roubaix, je l'ai mis le 3 octobre, comme dans la réalité. Et ensuite, on ira évidemment aussi couvrir Amstel, Flèche Wallonne, Liège, avant d'essayer d'aller chercher une petite étape sur le Giro. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.